Point des idées, deuxième partie sur LCI. Nous sommes toujours avec Étienne Gernel, le directeur du Point, Gilles Kepel et Monique Cantos-Perber pour parler de la République, le temps des périls. Alors juste avant la pub, Gilles Kepel, on parlait d'Erdogan, faut-il dire, paraît-il. Erdogan. Quand on est un peu snob, on dit Erdogan. Quand on connaît un peu de turc, c'est tout. Voilà, ce qui est exactement mon cas. Et alors, vous nous disiez, finalement, sa cible, c'est la laïcité, la française, parce que la laïcité, la française, était le modèle de la laïcité d'Atatürk, de Mustafa Kemal. Expliquez-nous, c'est Rousseau, en fait, l'histoire. Oui, c'est la matrice de la laïcité. Enfin, le français était une langue universelle à l'époque, il y a bien longtemps. Et vous avez au mausolée d'Atatürk à Ankara son exemplaire du contrat social en français de Rousseau, annoté en français. Et Erdogan, lui est allé dans un lycée qui s'appelle en turc L-I-S-E, c'est écrit, c'est de la phonétique de lycée, pour imam et prédicateur, Imam Hatip Lisesi en français. Il est allé en autobus, en prenant le train, quand il avait faim à la récréation, en mangeant des petits beurres, écrit P-O-T-I-B-O-R, si vous voulez, et tout le reste, le langage de la modernité, laïque turc s'est construit à partir d'une matrice française. Et c'est cette matrice française aujourd'hui que le président est en train d'éradiquer pour la remplacer par une référence exclusivement islamiste dans la ligne qui est celle des frères musulmans. Et c'est un débat très puissant en Turquie puisque, ce faisant, il va extrêmement loin. Et une grande partie de la population ne le suit pas, si vous voulez, d'autant plus que la Turquie aujourd'hui rencontre de très gros problèmes économiques et sociaux. Il y a un débat, il est en position difficile pour les prochaines élections, et on voit bien que depuis la disparition du pouvoir de Trump aujourd'hui, donc il est en train d'essayer de trouver des accommodements avec Biden, avec la France, etc. On va bien voir ce qui va se passer. Au moins le critère, c'est les associations islamiques turques n'ont pas voulu signer la charte que leur avait proposée Emmanuel Macron, on est deux seuls avec une autre qui s'appelle le Tablir. Nous allons voir si elle change d'avis. Ça sera à mon avis un bon critère pour voir comment les relations franco-turques évoluent. Après l'assassinat de Samuel Paty, on a assisté à une incompréhension un peu générale finalement sur cette conception, cette défense de la laïcité à la française dans le monde musulman, mais aussi plus étonnant peut-être dans le monde anglo-saxon. On se souvient du Washington Post qui avait notamment écrit: au lieu de lutter contre le racisme systémique, la France veut réformer l'islam. Je ne vais pas tous les citer. Comment vous expliquez une telle incompréhension et un tel isolement de la France, finalement? On a l'impression que personne ne nous comprend. Vous savez, souvent la compréhension est fondée sur un malentendu. Je crois que c'est faute d'avoir compris ce qu'était la loi de laïcité à la française. Parce que dans ce que vous évoquez, au fait, il y a deux problèmes. Il y a la loi de la conception de la laïcité à la française, pas la laïcité militante et les combats qui ont précédé la loi de 1905, mais la loi de 1905 en tant que telle. Et puis d'autre part, le caractère particulier des lois sur la presse qui date de 1881, parce que les caricatures et la publication des caricatures et le fait qu'elles ne soient pas susceptibles de poursuite, en tout cas qu'il y ait eu relax pour ce qui avait trait aux caricatures reprises par Charlie Hebdo, ça dépendait pas de la conception de la laïcité, mais de la loi sur la presse. Alors commençons par la loi de la laïcité de 1905. C'est une loi de liberté qui protège la croyance religieuse et qui protège également l'absence de croyance religieuse. Ce qui signifie que pour ce qui a trait à l'espace public, à l'action publique, des signes de laïcité sont impératifs. Aucun signe d'appartenance religieuse ne doit figurer. En revanche, l'espace public en tant que tel doit être neutre et pas nécessairement laïque. Aristide Briand, qui a été un des promoteurs de cette loi de 1905, avait une formule qui me paraît résumer parfaitement au fond le défi qu'elle représentait et cette espèce d'engagement libéral, de pari libéral de confiance. Il disait: tout individu peut se promener en soutane dans la rue, même un prêtre. Ce qui signifie que dans la mesure où le port de la signe religieux ne nuit pas aux autres, ne constitue pas une emprise sur l'espace public, ne prive pas qui que ce soit de l'exercice de sa propre liberté religieuse, cette affirmation de la croyance ne pose aucun problème, ne doit en poser aucun.
Et si elle en pose, eh bien, on entre dans une conception pathologique de la laïcité, en fait, qui contribue à faire, comme certains le disent, de la laïcité et de l'incroyance une religion. D'une certaine manière, Aristide Briand, en avait-il ou non conscience, renouait avec des débats qui commencent au XVIIe siècle, au moment dans toutes ces réflexions qui peu à peu ont amené à accepter, dans l'œuvre de Locke d'abord et ensuite de Bell, la tolérance. La tolérance qui était une tolérance qui n'était précisément une vertu que parce qu'elle se développait sur l'idée que, au fond, il y a probablement une vraie religion. Si vous voulez, la tolérance est une vertu précisément dans la mesure où elle n'est pas indifférence, où il ne s'agit pas de tolérer n'importe quoi. Et ce que, aussi bien Locke que Bell insistaient sur le fait que dès qu'on exige davantage que cela, que ce que exige par exemple la loi de 1905, on entre dans une zone extrêmement dangereuse où chacun peut interpréter ce qu'il veut du comportement des autres. Alors, donc vous pensez que le New York Times et le Washington Post ont raison de critiquer notre attitude d'une certaine française manière, ils n'ont pas compris tout ce travail sur les concepts. Parce que, évidemment, dans le... Mais quand on n'est pas compris, est-ce qu'on ne s'est pas mal expliqué aussi? C'est probablement le cas. Mais d'une certaine façon, les défenseurs de la laïcité, parfois, ce sont ses plus dangereux ennemis, d'une certaine manière. Les amis sont devenus ennemis parce que à faire de la laïcité à la française, de la loi de 1905, une position dogmatique, ou d'une certaine manière, on impose un modèle non religieux dans l'espace public, eh bien, d'une certaine façon, on suscite les incompréhensions. Alors, ce n'est pas du tout ça que dit la loi de 1905. Dans l'espace public, on peut affirmer sa religion à condition de ne pas porter tort aux normes communes ou à la liberté des autres. Mais en revanche, tout ce qui relève de l'action publique doit être absolument neutre. C'est ce que dit, et c'est pour ça les enseignants ne portent pas de signes religieux, il n'y a pas d'effigie religieuse dans les salles de classe, et il n'y a pas, et tous les élèves, quelle que soit leur religion, doivent suivre le programme scolaire dans l'école publique. Mais pardon, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet plus profond que ça? On parlait tout à l'heure de Rousseau, qui est la cible d'Erdogan pour attaquer Atatürk. Est-ce que c'est pas la philosophie des Lumières qui est attaquée au Moyen-Orient, en France, mais aussi des États-Unis? C'était la grande thèse de Carlos Strenger qui disait finalement le politiquement correct a remplacé le communisme comme opium des intellectuels et a rongé un petit peu la légitimité de la philosophie des Lumières, des philosophes des Lumières. Du coup, on n'arrive pas très bien à se défendre, on a du mal à expliquer. On déboulonne Lincoln aux États-Unis parce qu'on trouve ça pas bien, on débaptise des écoles qui portent son nom. Et c'est plus compliqué de défendre notre idéal des Lumières face à Erdogan, par exemple, si nous-mêmes on a un peu attaqué, on a un peu délégitimisé les Lumières. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a sapé de nous-mêmes notre propre héritage de ce point de vue-là? D'une certaine façon, c'était inévitable. Les Lumières, c'est un idéal de rationalisme et de volontarisme, c'est-à-dire la capacité de construire des institutions humaines en fonction de la raison. Maintenant, il y a une version, si vous voulez, extrêmement dogmatique des Lumières, qui est quasi borne, c'est-à-dire qui ne voit pas que la réalité humaine, c'est pas simplement la rationalité. La réalité humaine, ce sont également des passions, et le plus souvent des passions mauvaises. Ça veut dire que la rationalité est en train de perdre? Mais non, au contraire. Ça ne veut pas dire que la lucidité, c'est pas un défaut de rationalité. Il faut être lucide sur ce qui fait la réalité humaine. Et à partir de cette lucidité, imposer tout ce qui peut être imposé au niveau de la raison. Voyez-vous, Raymond Aron disait associer le pessimisme dans le diagnostic et l'espoir dans l'action, d'une certaine manière. Pessimiste lorsqu'il s'agit de faire l'état des choses et optimiste lorsqu'il s'agit d'agir. Et d'une certaine manière, l'irénisme, parfois l'angélisme que nous avons eu quant à un progrès qui ne pourrait être que source de bonheur pour l'humanité. Alors on a vu que le progrès a aussi, en particulier le progrès technique, a pu provoquer toutes sortes de catastrophes, en tout cas donner des moyens d'amplification et d'autant plus meurtriers à des pulsions mauvaises. Tout cela a fait que, d'une certaine manière, le manque de sens critique que nous avions à l'égard de notre propre idéal de la rationalité, qui signifiait absolument pas le remettre en cause, mais simplement ne pas en faire un dogme, mais en faire une réalité vivante, nous a empêchés d'une certaine manière de le défendre dans toutes les circonstances. Et souvent, à ceux qui le critiquent, nous n'avons qu'à imposer une sorte d'idéal rationaliste qui est au fond très vide, alors que nous n'avons pas nous-mêmes poursuivi le travail d'enrichir constamment cet idéal rationaliste. Donc d'une certaine manière, il en est de même à l'égard de tous les mouvements qui étaient des mouvements d'émancipation. On pourrait dire la même chose du libéralisme. Le libéralisme, à travers ces 2 siècles, avec une série de dogmes, le laisser-faire radical, le progrès certain, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. La remise en cause, l'approfondissement du libéralisme est d'une certaine façon, et sa critique interne, et la condition de sa survie. Il en est de même pour l'idéal des Lumières.
Et ça ne signifie Pour vous, aucune complaisance. la question se pose aussi pour J.K. Bell, le décolonialisme et tous ces mouvements qui viennent beaucoup des États-Unis, notamment des universités américaines, ne fragilisent pas intellectuellement la défense de l'Occident face à des vents contraires comme l'islamisme, par exemple? Mais ces mouvements sont extrêmement enracinés dans la réalité culturelle américaine. Ils se sont répandus en France, mais ils sont venus des... N'oubliez pas que l'université américaine est une université... Ils sont venus de France, nécessairement, parce que c'est nous qui avons envoyé la French Theory, un peu comme Freud pensait emporter la peste là-bas. Et ça nous a été renvoyé, repackagé en américain, et surtout compréhensible facilement, parce que comprendre du Derrida dans le texte, vous êtes philosophe, Monique, vous savez le faire. Moi, j'avais beaucoup de mal. Quand c'est traduit en anglais, ça a l'air beaucoup plus simple. J'ai toujours eu le plus grand mal à le comprendre, même en français. N'oubliez pas que l'université américaine, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comportait des quotas pour les Juifs et pour un certain nombre de personnes. Donc, d'une certaine façon, lorsque les universités américaines, dans les années 70, se sont ouvertes à tout le monde, le souci des étudiants qui venaient des minorités était en quelque sorte de s'invisibiliser complètement, d'adhérer à la règle commune universitaire et de ne pas exister. Lorsque la réflexion sur les identités s'est imposée dans les années 90, ils se sont rendus compte que cette invisibilisation, que cette intégration était une invisibilisation. D'où cette espèce de surenchère identitaire qui prospère depuis une trentaine d'années dans les universités même, qui ont été la naissance du free speech movement. C'est ça le paradoxe. Et elles ont développé cette affirmation des identités pouvait avoir un côté positif, encore une fois, nous ramener plus près de la réalité. Il est vrai que pour un étudiant qui est issu d'une minorité, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour un étudiant qui vient de ce qu'on considère être les classes dominantes aux États-Unis. Il me semble qu'il y a aussi autre chose, Monique, si je puis me permettre, c'est que les États-Unis ont beaucoup changé démographiquement. Et autant la population américaine était issue majoritairement, il y a encore quelques décennies, de descendants d'Européens qui voyaient dans la culture européenne un point de référence unique et principal, autant aujourd'hui une immigration américaine qui vient, les États-Unis c'est le monde d'une certaine manière aujourd'hui, qui vient d'Asie, qui vient d'Amérique latine, qui vient d'autres, a tendance à relativiser très significativement les traditions culturelles européennes et à valoriser des traditions européennes venant d'ailleurs. On le voit très nettement justement dans la façon dont la presse américaine, dont le New York Times aujourd'hui a transformé sa couverture. Autrefois, vous aviez la page opinion qui faisait 2 pages au milieu et le reste était des facts, la culture des facts qui nous opposait, le point qui n'est que de l'idéologie, New York Times, c'est des faits. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est-à-dire que paradoxalement, avec le Covid, avec la fin de la publicité, etc., New York Times a multiplié par 4 voire 3 cette année le nombre, ils sont à 7,5 millions, 8 millions d'abonnés essentiellement en ligne. Et donc, ils doivent coller en fait aux attentes de leurs abonnés. Paradoxalement, la publicité garantissait d'une certaine manière les faits, alors que les abonnés, eux, veulent les idées. Et ça revient un peu à ce que disait Monique tout à l'heure à propos de l'Internet, c'est-à-dire que finalement, New York Times est devenu une espèce de gigantesque cluster intellectuel qui doit refléter, comme les clusters du web, d'une certaine manière, qui doit refléter les sentiments de leurs lecteurs et qui doit opinioniser de plus en plus et qui, du coup, des européanismes. Il y a eu un papier récemment, j'ai donné un entretien, j'ai été assez effaré du résultat, à l'un des correspondants du bureau de Paris sur la situation des universités françaises. Donc j'étais présenté comme un dead white male, un futur mâle blanc mort et chauvin, alors que j'expliquais qu'il était très important qu'on réétudie l'arabe en France, si vous voulez. Donc ça me semblait complètement ahurissant. Est-ce que ces phénomènes expliquent pourquoi la France est si isolée au plan international? On voit bien, il y a la Méditerranée d'un côté et le Moyen-Orient. De l'autre côté, les États-Unis, on a l'impression d'être un peu seul. Est-ce que vous avez le même sentiment qu'on est un peu tout seul? C'est-à-dire qu'en France, nous résistons quand même à cette vague identitariste, mais malheureusement, nous résistons de plus en plus mal, puisqu'elle arrive, en tout cas dans les universités, elle arrive dans l'espace public. Vous faites allusion au propos peut-être de Jean-Michel Blanquer, qui a dénoncé une forme de dérive islamo-gauchiste au sein des universités françaises. C'était justement après l'attentat contre l'université Samuel devrait être le lieu, au fond, où toutes les thèses peuvent être débattues. On peut espérer qu'il y a quand même des gens qui sont là. C'est la règle du jeu dans une université. Il y a des gens pour réfuter et montrer que c'est faux ou c'est mal fondé. Ça vous avait choqué, cette déclaration?
Ça m'avait un petit peu choqué parce que le ministre n'a pas quand même à faire la police des pensées. On peut tout dire dans une université à condition qu'on l'argumente et qu'on accepte les objections. Bon, voilà, donc ça, d'une certaine manière, c'est le lieu où toutes les expérimentations, toutes les audaces sont permises. C'est pas tellement ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est plutôt le fait que on ait vu. Ce qui me choque plutôt, c'est qu'on voit arriver dans l'université française ces mouvements identitaristes qui correspondent absolument pas à l'histoire française, qui a été toujours une histoire complètement intégratrice et opposée à toutes sortes de discriminations, de privilèges. Et ce qui me soucie, d'une certaine manière, c'est qu'un discours universaliste soit de plus en plus difficile à construire. Parce qu'un discours universaliste n'exclut pas les différences et les identités, mais il les intègre, il les reformule dans un élément commun. Or, c'est cette espèce de travail collectif qui est absolument essentiel, que nous avons du mal à faire, qui se fait encore en France. C'est quand même l'idéologie dominante, mais que certaines traditions occidentales semblent avoir abandonné. Alors, est-ce que c'est par souci de satisfaire leur clientèle? En tout cas, le New York Times est un exemple extraordinaire, puisque même dans les op-ed, qui sont par définition le lieu de la libre pensée. Oui, c'est opposite editorial. Opposite editorial. Les personnes sont censurées quand elles donnent leur avis, c'est-à-dire qu'on leur demande de parler pour dire autre chose que dit le journal, et ensuite on les censure et on les sanctionne parce qu'elles l'ont dit. C'est un paradoxe de fonctionnement étonnant. À l'université, moi j'admire toujours l'idéalisme kantien de Monique, mais en fait il y a aussi un autre facteur, ce sont les financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai vu dans modeste niveau pour les études arabes qui se sont complètement effondrées, les financements ont été réduits partout en France, à Sciences Po dont on a parlé ces derniers temps beaucoup, les études arabes ont été quasiment liquidées. Et ce qu'on a vu venir à la place, ce sont précisément des financements destinés à faire plaisir idéologiquement à un certain nombre d'entrants dans l'université, mais qui viennent de l'argent public, de vos impôts, des biens, qui étaient des études décoloniales, les études intersectionnelles, etc., qui sont plutôt des études qui fonctionnent, qui produisent du discours idéologique. Par exemple, sur le monde moyen-oriental dont je m'occupe, aujourd'hui, ce qu'on étudie plutôt, ce sont les représentations qui en sont faites par les universitaires européens que ce qui se dit effectivement dans ces mondes-là. Plus personne, aujourd'hui, à l'université française, ou très peu de gens, est capable d'analyser ce qu'est la production des salafistes, ce qu'ils disent, comment ça fonctionne par rapport au texte coranique, dans quelle mesure, où se font les déviations, où se font les allégeances. On s'est mis en situation du fait de l'effondrement de la connaissance à simplement prendre comme argent comptant ce qui en est dit par les exégètes qui eux-mêmes fonctionnent en français. Donc là, on est dans un système qui, à mon avis, est très éloigné de ce qu'est l'idéal de l'université. De même que dans la presse américaine évoquée à l'instant, on est en train de construire un autre système. Alors bon, ça fait partie du débat, mais le modèle du web dont on a parlé tout à l'heure est très important parce que c'est celui sur lequel finalement se construit ce type de débat. Et du coup, on se débat on n'est pas armé intellectuellement pour, dans ce monde agité, chaotique que vous décrivez au Moyen-Orient et aux États-Unis. Est-ce que la République, nos valeurs à nous qu'on partage universalistes, se défend quand même ? Est-ce que finalement on laisse un peu tomber La première valeur de la République, c'est un langage commun. C'est-à-dire un langage commun qui est essentiellement fondé sur les arguments, une conception commune de la vérité, des codes relativement communs de langage. Lorsque, comme cela vient d'être rappelé, l'affirmation d'une appartenance et l'affirmation de son identité sert à donner de la légitimité à ce qu'on dit, une légitimité parfois supérieure à la qualité de ce qu'on dit, d'une certaine manière, il n'y a plus de langage commun. On a des juxtapositions de sphères qui s'expriment chacun dans leur idiome. Prévaut de son origine ou de sa couleur de peau. Voilà, parce que je suis de telle origine et de telle appartenance, ce que je dis a une valeur particulière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'au fond, l'université, ça a été l'incubateur, le révélateur et le constat d'un relatif échec. L'université, c'est par excellence le lieu où le langage neutre peut fonctionner. Quand il est handicapé, quand il y a des frottements qui conduisent à une impossibilité de construire une véritable communauté, il y a des raisons de s'inquiéter. Au-delà de l'université, on pourrait parler de l'école en général ? Oui, mais l'université, je permets de rebondir sur ce que vient de dire Monique, l'université est porteuse du terme universel. C'est-à-dire que c'est un lieu où on arrive avec ce qu'on est, bien évidemment, il ne s'agit pas de le renier,
mais on est capable de se projeter dans une dimension universelle et de transcender ce qui est son identité agnatique, comme on dirait en anglais, ou atavique, si vous voulez. Or là, on a l'impression que la machine est devenue une sorte de juxtaposition des atavismes et de dénonciation de l'autre parce qu'il a telle couleur de peau, tel âge, une sorte de racisme à l'envers, si vous voulez. Et ça, c'est un véritable problème, mais qui tient aussi à la transformation de nos mentalités, la transformation de notre manière de débattre. Et je crois que la machine égalisatrice, je reviens aux paroles très fortes de Dominique Canto tout à l'heure, du web, la façon dont finalement c'est une pensée algorithmique finalement qui construit des agrégats au lieu de construire de l'universel. Et ça, c'est un véritable débat, un véritable combat intellectuel qui vaut la peine d'être dans le combat mené. intellectuel, Emmanuel Macron est allé à la télévision chez Al Jazeera. Il a envoyé une tribune au Financial Times parce que les journaux anglo-saxons ont beaucoup critiqué la conception française de la laïcité. Il a mené ce combat. Charlie Hebdo se trouve au centre de cela. Donc il y a Macron, il y a Charlie Hebdo, puis on a l'impression que la France est un peu encerclée. Est-ce qu'il faut combattre, y compris contre tout le monde, défendre ses positions, faire de l'agite-probe, si je puis dire, ou est-ce qu'il faut, vous qui êtes une spécialiste des philosophes grecs, être stoïque, faire comme les stoïciens, endurer? Je précise que vous avez moins d'une minute pour répondre. Moi, je suis une militante. Alors évidemment, il faut combattre. Il faut être lucide, il faut ouvrir les yeux, ne pas se raconter d'histoire et combattre, bien sûr, et combattre sans agressivité, sans priver les autres de la possibilité de s'exprimer. Ça, ce serait la pire des choses. Ne pas couper le compte de Trump ou des choses comme ça. Sanctionner les messages et les contenus délictueux, mais ne pas priver de parole. Et puis avancer obstinément avec des arguments. Ouais, surtout, il faut construire du savoir. Il faut développer des instruments de connaissance, des langues. Il n'y a pas que les algorithmes. Et je crois que ça, c'est une chose importante. Il n'y a pas que les algorithmes dans la vie. Et les algorithmes sont en train de nous jouer de mauvais tours. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le Point des idées, votre nouveau rendez-vous du vendredi soir. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée. Pour de nouvelles aventures.